Bonjour à toutes et à tous. Bienvenido a todos pour notre événement Un Planeta en Vivo, qui est proposé dans le cadre de notre partenariat entre Bye Bye Plastique et les Instituts français d'Espagne. Cet événement se tient dans le cadre de l'événement de la Temporada Cultural des Instituts français d'Espagne. Et pour ceux qui nous rejoignent, je m'appelle Camille Guiteau, je suis la cofondatrice de Bye Bye Plastique, une fondation qui vise à éliminer le plastique jetable de la scène culturelle musicale et stimuler une culture environnementale positive. Notre fondation est enregistrée aux Pays-Bas et nos activités se trouvent principalement en Europe de l'Ouest, mais aussi aux États-Unis et au Mexique. Et aujourd'hui, dans ce panel, dans l'heure qui suit, nous allons discuter d'un sujet qui nous passionne. On va discuter comment est-ce que le secteur culturel peut servir à raviver une nouvelle connexion avec la planète. Pour discuter et débattre aujourd'hui, j'ai avec moi la chance d'avoir trois panélistes qui sont très complémentaires et très qualifiés pour amener différentes perspectives. Je vais les présenter dès maintenant. Ils vont s'introduire et introduire leurs événements et leurs collectifs. On a autour de la table Marie de la Giraudière de We Love Green, chef de projet européen et développement durable. Bonjour Marie. Bonjour. Oui, We Love Nous Green, c'est un avons festival. également... Oh pardon, excuse-moi. Non, non. Je t'ai coupé. Je vais nous présenter très très vite. Je vais faire le tour de table de tout le monde très très vite. Je vais juste donner les noms. On a donc aussi Rob Dumas de Pete the Monkey. Salut Rob. Salut Camille. Merci. De rien, de rien. Et on a donc une autre homonyme, Camille Hervé du collectif Go Go Green. Bonjour Camille. Bonjour. Donc vous êtes tous des personnes instrumentales dans la scène culturelle et environnementale française. Je vais donc vous demander de vous présenter dès maintenant, de présenter votre collectif et vos événements et de donner un petit peu de background sur vos événements respectifs. On va commencer par Camille. Ça marche. Alors bonjour, je suis Camille, je suis originaire de Bordeaux, basée à Paris, et je suis cofondatrice du collectif Go Green depuis 2019. Et on organise tous nos événements en faveur du lien social et de l'environnement, au maximum dans des cadres naturels, en minimisant notre impact sur l'environnement autant que possible. Super, merci beaucoup Camille. Et le collectif est actif depuis combien de temps? Depuis 2019. Et depuis 2019, on a eu l'opportunité d'organiser des fêtes dans Paris avec une ambiance végétale, décoration végétale, mais aussi dans des cadres plus naturels. Donc, on a organisé une tournée à vélo l'été dernier, le long de la Vélodyssée entre Bordeaux et le Pays Basque, et on a offert des DJ sets en échange du gîte et du couvert. Et on s'est déplacé uniquement à vélo, du coup, zéro impact sur l'environnement. On a profité de découvrir les super paysages de cette région et du coup, on réitère l'expérience cette année en ouvrant cette édition au public et en invitant tout le monde à nous suivre dans cette même démarche de sensibilisation et de découverte de la nature. Waouh, c'est génial. Une super approche. On va en parler un petit peu plus dans l'heure qui suit. Je vais me tourner vers Marie. Marie, est-ce que tu peux te présenter et présenter We Love Green? Ouais. Donc, je suis Marie, je suis chef de projet européen et développement durable pour le festival We Love Green. Le festival We Love Green, c'est un festival qui est éco-responsable depuis ses débuts. Aujourd'hui, il rassemble 80 000 personnes. Et cette année, on fête nos 10 ans. Donc voilà. 10 ans, une décennie de We Love Green, une décennie d'événementiel green. Ah, ça, c'est génial. Ça fait déjà une, une belle évolution. On va pouvoir développer ça pendant ce panel. J'ai hâte de discuter un petit peu plus. Et Rob, est-ce que tu peux nous présenter Pete the Monkey? Oui, donc moi je suis le cofondateur du festival Pete the Monkey. C'est un festival de musique, mais plutôt pluridisciplinaire. Quand je dis pluridisciplinaire, je veux dire qu'on accueille la performance, la danse, une panoplie de choses, différentes activités culturelles, du bien-être, du théâtre. Euh,
Et le festival va aussi avoir 10 ans, comme We Love Green. On voulait fêter nos 10 ans en 2021, mais ça sera plutôt l'année prochaine qu'on les fêtera. Et donc le festival se passe en pleine campagne à Saint-Aubin-sur-Mer. C'est sur la côte normande, à peu près 2-3 heures de Paris. Et, donc, oui, ça se passe sous 3 jours, plutôt axé. Les festivaliers sont plutôt à acheter des passes pour le week-end entier, et la plupart restent sur notre camping. On est un festival un peu en pleine. D'accord, entendu. Très complémentaire. Alors, je vais commencer avec pour ouvrir sur notre sujet. Je voudrais vous proposer une question d'ouverture. Je voudrais savoir quel est votre avis sur est-ce que vous pensez que le secteur culturel peut jouer un rôle vraiment essentiel dans la définition de notre relation avec la nature? Et si oui, pourquoi? On va recommencer dans l'autre sens. Rob, je te redonne tout de suite la parole. Ouais, d'accord, très bien. Donc oui, nous on s'est professionnalisé un peu au cours des années, et maintenant on a des équipes beaucoup plus importantes qu'au début. On a réussi à lancer un pôle green il y a 4 ans, donc avec une personne dédiée, et qui nous a aidé à écrire une charte des règles basées sur nos valeurs écologiques. Et tout ça fait de manière la plus claire possible pour que nos équipes puissent suivre et, et, et agir le temps du festival. Donc oui, nous on est devenu plus green au fur et à mesure, mais on est quand même ancré sur un projet qui est très écologique à la base, parce que on a toujours cherché à reverser nos bénéfices à une ONG qui nous est proche et qui est basée en Amérique du Sud. Et cette ONG, elle milite contre la déforestation illégale et le trafic d'animaux sauvages. Donc, à la base, c'est un projet où la nature est primordiale, mais voilà, on se développe, et maintenant, en fêtant notre 10e anniversaire, on a bien changé les équipes et nos moyens de faire aussi pour, pour avancer. Répondre à cette thématique. D'accord, très bien. Je passe la parole à Marie. Qu'est-ce que tu penses est-ce que tu penses que le secteur culturel a vraiment un rôle à jouer dans la relation de tout citoyen avec la nature? Ouais, je pense qu'il a un vrai pouvoir de sensibilisation auprès du public, et notamment auprès de notre public qui est très urbain, parce qu'on est un festival parisien. Et donc effectivement, c'est un moyen de représenter un peu cette nature qui est parfois peu connue finalement des Parisiens pure souche, qui la côtoient pas au quotidien en tous les cas. Et du coup, l'idée de We Love Green, c'était vraiment de pouvoir construire une sorte de petit village très éco-responsable et qui s'invite vraiment dans un lieu naturel, surtout sans l'impacter, sans le détruire, et de pouvoir le préserver au mieux, et de prouver que c'est possible, en tous les cas d'essayer de prouver que c'est possible. Et du coup, je pense que ça a un vrai pouvoir de sensibilisation, aussi bien à travers le lieu où on fait le festival, puisque We Love Green, par exemple, c'est au milieu d'un bois, mais aussi à travers les contenus qu'on propose. Je pense qu'effectivement, via la culture, ça peut être un vrai vecteur de sensibilisation et de découverte de mode de vie etc. Pour justement ce public assez urbain. D'accord, très bien, entendu. Qu'est-ce qu'il en est pour ta part, Camille? Ma position sur ce sujet, c'est que à la base, elle façonne les comportements, les modes de pensée, et puis elle est surtout indissociable du contexte politique et environnemental dans lequel on évolue tous. Donc nous, notre pouvoir, c'est qu'au travers de la musique, on va essayer justement d'influencer
et d'étendre et de créer une communauté autour de valeurs qui sont pour nous déjà hyper importantes depuis toujours, mais plus que jamais ultra. C'est des questions en ce moment qu'on se pose qui vont définir le futur de nos vies, de notre environnement, de la nature, etc. Donc il faut agir maintenant. Je n'aurais pas dit mieux. Tout à fait. Maintenant, c'est le moment d'agir. Marie, je voudrais me tourner vers Wheel of Green. Wheel of Green, qui est donc un festival vraiment iconique de la scène environnementale événementielle française et même européenne. Vous faites vraiment partie des précurseurs et des festivals très fréquemment cités, aux côtés notamment de Digital, par exemple, aux Pays-Bas. Quel était le constat de départ qui est à l'origine du festival, qui a fait son nom, vraiment son ADN et sa proposition? Qu'est-ce qui a donné vie à Wheel of Green dans sa proposition environnementale? L'idée pour Marie Sabot, qui est la directrice et la cofondatrice du festival, c'était vraiment de créer un festival dans l'air du temps, assez moderne, pour la nouvelle génération, en repartant de zéro pour la conception et la production même du festival, et d'essayer à leur échelle de créer un festival qui n'aurait pas ou très peu d'impact sur la planète, et notamment en mettant au cœur des préoccupations la sensibilisation aux enjeux environnementaux grâce à la musique, l'art, la restauration. Au début, ça a été un peu compliqué de convaincre les autorités, etc., de laisser organiser un événement familial en plein air. Et finalement, la ville de Paris a accordé à Wheel of Green le parc de Bagatelle, qui est un parc situé dans le Bois de Boulogne à Paris. Et c'est un parc protégé, donc il a fallu prouver dès la première édition du festival qu'il était possible de préserver cet environnement tout en y organisant un événement assez festif. Donc c'est vrai que Wheel of Green, depuis ses débuts, a pour objectif de sensibiliser l'opinion aux problématiques liées au dérèglement climatique et tout ça dans un contexte très festif. Donc on essaye d'assumer un rôle assez éducatif et de médiation culturelle, que ce soit auprès des publics, mais aussi des professionnels et des artistes dont on s'entoure, pour porter justement à travers la musique et la culture plus largement des valeurs sociales, économiques et solidaires, et d'éveiller à notre échelle les consciences. Et notamment, on fait ça à travers notre think tank, qui est la scène de conférence, mais aussi le village associatif, où on accueille des assos qui viennent sensibiliser le grand public. Mais l'idée aussi, c'est de vraiment sensibiliser les professionnels et les artistes à qui on fait signer depuis plusieurs années une green policy qui leur explique toutes les actions éco-responsables qu'on met en place sur le festival et les contraintes entre guillemets qu'elle apporte, parce que c'est des choses pour lesquelles les artistes sont pas forcément habitués. Le fait qu'il n'y ait pas de bouteilles en plastique sur scène, mais que ce soit des gourdes ou des carafes, etc. Que ce sera pas tel soda, mais plutôt une boisson éco-responsable. Et on les pousse aussi à calculer leur empreinte carbone et à la compenser via une calculette qu'on a créée avec leur projet, etc. Et ce qu'on essaye aussi de faire, et ce qui est vraiment aujourd'hui un peu l'ADN du festival, et ce qu'on essaye de pousser, c'est de faire rencontrer des mondes qui ne se connaissent pas forcément. En 2019, par exemple, on avait invité Kumi Naido, qui était à l'époque secrétaire général de l'asso Amnesty. Il était venu faire une conférence sur la scène du think tank, et on l'a invité aussi à faire un call to action sur la grande scène juste avant le concert d'Ayana Kamura, donc devant des milliers de personnes. Et en fait, c'était pas fondamentalement prévu à la base, mais en fait, en backstage, ils se sont rencontrés et ça a engendré une vraie discussion entre Ayana Kamura et Kumi Naido, qui sont pas forcément des personnes vouées à se rencontrer dans la vie de tous les jours. Et du coup, ça, c'était vraiment une rencontre assez incroyable. Et du coup, ouais, aujourd'hui, c'est aussi ça notre volonté, c'est d'essayer de pouvoir multiplier ce genre de rencontres entre deux mondes qui se connaissent pas forcément, pour essayer de sensibiliser au maximum, que ce soit le public, mais aussi les artistes et les professionnels qui travaillent sur Wheel of Green. Ouais, tout à fait. Je trouve ça très important ce que tu as dit. Et puis, donc tu as nommé à la fois l'audience, les spectateurs comme les professionnels, ce rôle un peu d'éducateur et de défricheur qu'a eu Wheel of Green, mais également un rôle auprès des autorités aussi et des institutions qui, comme tu disais, n'étaient pas nécessairement prêtes au départ à accueillir un festival parce qu'elles n'étaient pas encore sûres de à quel point est-ce qu'on pouvait respecter l'environnement tout en étant dans un événementiel culturel voilà festif et contemporain.
Effectivement. Est-ce que tu veux qu'on montre la petite vidéo We Love Green ou est-ce qu'on la montre plus tard? Non, très bien. Ok, super. Claudio, can you put the We Love Green video, please? Ces grands événements sont des événements qui sont plutôt compliqués à gérer en termes de flux, de public, de déchets, d'énergie. Et du coup, on essaie de les optimiser tous avec toute une série d'énergies à base de panneaux solaires, de biocarburants et maintenant de groupes électrogènes à hydrogène. On va tester beaucoup de solutions et on espère qu'on va pouvoir les partager avec nos collègues de festivals français. Donc voilà, c'est vraiment ce sujet de rendre ce grand événement dans une modernité parce que c'est l'avenir et on n'a pas le choix, il faut que les grands événements changent. Alors là j'explique aux gens comment trier, parce qu'en fait la vaisselle de We Love Green est complètement compostable. L'urine est stockée et derrière en fait elle est transformée en azote pour être après remise sur des champs, des cultures en cours, des cultures d'agriculteurs. Ils essayent vraiment d'offrir de la nourriture quali, on va dire, de faire attention à ce que ce soit des stands qui proposent de la nourriture le plus locale possible. Ils nous font par exemple calculer les empreintes carbone des plats qu'on sert. Vraiment l'idée c'est d'être conscient de ce qu'on mange, de ce qu'on sert nous en tant que restaurateurs. Je trouve que c'est une excellente initiative, d'autant que c'est très bon et que c'est très goûtu. Et j'apprends à l'instant que c'est fait avec les ordures récupérées à Rungis. Nature. Nature. Une très belle vidéo qui nous montre la proposition de We Love Green. Merci Marie pour cette vidéo. Je vais me tourner vers toi, Rob, et vers Pete the Monkey, qui est un festival, comme on a appris, qui se trouve en pleine nature, vraiment en plein cœur de nature, à Saint-Aubin-sur-Mer. Pour vous, la visée écologique s'est précisée extrêmement au fil des années. Et vous avez fait une montée en grade jusqu'à arriver à l'obtention du très estimé Greener Festival Award en 2018 et 2019. J'aimerais beaucoup, tu as commencé à nous parler de cette évolution graduelle qui a été faite. J'aimerais beaucoup que tu nous en parles. Comment est-ce qu'on fait pour progresser avec une proposition ambitieuse et réussie de ces pratiques environnementales-là avec ces équipes? En fait, j'en ai un peu parlé là tout à l'heure, mais c'était en fait grâce en mettant en place vraiment un pôle green et puis une charte claire pour que toutes les équipes puissent suivre et puissent faire un retour d'expérience à la fin de chaque édition et améliorer les objectifs. Ouais. Donc c'est vraiment grâce à ça et puis c'est aussi en s'ancrant un peu dans le territoire,
en essayant de se lier avec d'autres associations qui font un travail dans le développement durable. Donc que ça soit, je sais pas, je prends l'exemple de la restauration. Pour nous, c'était trouver des prestataires qui fournissent ou qui travaillent avec des coopératives maraîchères bio et qui nous permettent de faire des achats plutôt en gros qui sont financièrement viables pour nous. Ou bien voilà, bon, ça c'est l'exemple du catering, mais il y en a plein et j'ai l'impression que c'est vraiment au niveau du territoire qu'on peut apprendre à travailler ensemble et se partager des méthodes de travail et des coups de main. Voilà, à l'échelle locale. En tout cas pour nous en région Haute-Normandie, c'était un travail à l'échelle locale qui nous a permis d'améliorer nos objectifs de développement durable. D'accord, ouais, donc un travail vraiment de territoire, de connexion territoriale et de partenariat qui fait vivre toute cette région le temps de ces 3 jours. Et effectivement, vous avez, tu pointes aussi l'aspect, voilà, mettre en place des chartes et des méthodes de travail avec les équipes, transmettre avec ces équipes les objectifs et les visées, expliquer pourquoi est-ce qu'on travaille ensemble à cette visée-là, c'est extrêmement important pour faire en sorte voilà, que chacun comprenne en quoi est-ce qu'il est amené à faire ce travail et pour que chacun puisse évoluer ensemble au mieux vers cet objectif. En fait. Tout à fait. Tu mets l'accent sur les équipes et sur l'humain et l'enjeu, il est là, c'est inspirer chaque membre d'équipe de vraiment jouer le jeu et être engagé et rendre ça presque ludique. Et c'est l'avantage d'être dans les métiers un peu culturels. C'est un terreau puissant pour convaincre et persuader les gens à changer leurs habitudes et même les attitudes. Bon, le tout, quoi. En tout cas, on est dans un terreau oui, très puissant. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et vous avez effectivement, au fur et à mesure, établi une charte qui aujourd'hui est très claire, très ambitieuse et que j'invite tout le monde à aller regarder puisqu'elle est disponible sur votre site web. Très bien. Est-ce que tu veux qu'on montre la petite vidéo de vos accomplissements également? Oui, avec plaisir. Bon, nous on est une échelle bien plus petite que Willow Green, mais c'est vrai qu'il y a des parallèles et donc on a chiffré un peu nos objectifs et ce qu'on a pu faire en 2019 à la dernière édition. Voilà. D'accord. Et ce qui vous a permis d'obtenir de nouveau le label Greener Festival Award également, pour ce pourquoi je vous congratule. Claudio, can we play the Pete the Monkey video, please?
Super, très belle vidéo et des éléments sur lesquels on va avoir l'occasion de revenir. Et je vais me tourner vers Camille maintenant et vers le collectif Go Go Green, comme on a appris, qui est assez récemment créé. Mais donc, tout comme We Love Green, le nom est quand même très très évocateur. Donc, est-ce que tu peux nous donner un petit peu nous expliquer un petit peu les racines et la vision du collectif Go Go Green? Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, je trouve que le mot racine est bien choisi dans ce contexte, puisque nos racines, notre ancrage, il est lié à la nature. On s'est tous rencontrés lors d'un festival, et un festival en pleine nature. Et c'est de là que j'ai partagé mon idée d'organiser des événements avec une visée très très liée à notre environnement, justement, et tout le monde était super partant. On a réfléchi à un nom, et Go Go Green, parce que go, donc let's go, on y va. Il y a vraiment une vision de on est tous ensemble, on est une communauté, on est une famille, on va grandir ensemble, on va faire la fête ensemble. Et on va le faire d'une manière la plus responsable et la plus consciencieuse possible. Et voilà, c'est de là qu'est né Go Go Green, c'est de là qu'on a commencé à réfléchir à notre charte durable, solidaire, à de quelle manière on allait vraiment implémenter la vision écologique dans tous nos événements. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'écologie et de quelle manière on organise nos événements. Donc c'est vraiment notre priorité, l'écologie, mais aussi l'aspect solidaire. On essaie d'organiser des fêtes les plus transversales possibles, que ce soit en termes d'âge, que ce soit en termes de mixité de public. Donc on s'est aussi rapproché d'associations pour organiser des événements DJ set l'après-midi pour des plus petits comme les plus grands, avec des activités autour du zéro déchet, et d'inviter notre public aussi à se reconnecter à son environnement, mais aussi à soi, notamment en mettant le vélo au cœur des déplacements, et surtout en remettant aussi l'itinérance douce au cœur du moyen de transport, qu'aujourd'hui on est sur du slow. Voilà. Slow culture. J'aime bien cette idée. Et alors, une deuxième question qui se tourne plutôt sur ta casquette d'artiste, de DJ et productrice. J'aimerais aussi savoir, puisque tu es aussi artiste au sein de ce collectif, sous cette casquette-là, comment est-ce que tu vois ton rôle dans la progression d'une culture environnementale dans ta communauté? Comment est-ce que tu vois ton rôle dans cette relation-là? Tout à l'heure, je disais que la culture façonne les modes de pensée, les modes de consommation. On a toujours vu, depuis l'existence de la culture, des représentations, que ce soit artistiques, que ce soit dans les médias, politiques, etc. Je pense que ces représentations-là ont un vrai rôle à jouer dans la sensibilisation et dans l'influence des comportements. Avec l'ère des réseaux sociaux, justement, on a pris un chemin vers une dérive plus narcissique, où l'artiste, justement, va vouloir mettre son image plus en priorité que l'intérêt collectif. Et moi, j'avais envie de porter une autre casquette qui serait, au travers de mon image, justement, créer plus un sentiment d'appartenance à une communauté qui défend des valeurs humanistes et écologiques, plutôt que des valeurs individualistes et plutôt autocentrées. Donc moi-même, j'ai été influencée par Blondish, cofondatrice de Bye Bye Plastic, dans sa démarche justement de mettre vraiment l'intérêt collectif et environnemental en priorité sur le personnage humain, on va dire. Et j'ai trouvé ça vraiment très smart et très encourageant, et surtout très inspirant. Et elle fait partie de mes inspirations personnelles. Et je me dis, si moi, d'une certaine manière, je peux inspirer non pas en ma personne, mais plus en les valeurs que je défends des jeunes générations, mais alors je le fais avec grand plaisir, et j'y mets vraiment tout mon cœur. Très intéressant, et je trouve ça très intéressant que tu parles de Blondish, en effet, et surtout je trouve intéressant la relation que tu as avec ton collectif dans cette proposition. Je pense que c'est tout à fait en rapport avec
le rapport qu'a Blondish avec sa communauté. Ce que je trouve intéressant dans ces propositions, ces nouvelles propositions d'artistes, ces propositions engagées vers l'environnement, c'est moi je vois ça comme une évolution en fait de la scène culturelle. Si on pense à l'électronique qui au départ a permis aussi à beaucoup de communautés, que ce soit les communautés LGBT ou les communautés noires, en fait de s'exprimer, de faire la fête et de créer sous des anonymités. Là c'est voilà, vous avez un nom, vous avez un visage, mais en fait vous êtes là pour autre chose, pour renouveler un sens communautaire, positif, et qui fasse vraiment avancer le débat environnemental. Et c'est toute la proposition en fait, vraiment de se rassembler pour créer ensemble, pour danser ensemble, mais danser positivement. On a récemment lancé le petit mouvement Party with a Purpose, et je pense que ça englobe bien la proposition artistique qui est derrière vos noms et vos musiques, effectivement. Je peux rajouter, dans la culture de la musique électronique, elle s'est construite autour de valeurs qui finalement, l'écologie reste dans la continuité de ces valeurs de base qui étaient le être ensemble, défendre des valeurs, qu'elles soient politiques, et là du coup elles deviennent plus environnementales, mais surtout l'humilité. À la base, les DJ, ils étaient inconnus, ils étaient au fond de la salle, ils passaient du son vraiment pour le plaisir des gens et on les regardait pas. Donc c'est vrai qu'il y a eu une dérive vers la starification des DJ, et là je trouve que la nouvelle du coup évolution va plus se tourner vers non, on remet en fait le public et l'environnement au centre des préoccupations. Ouais, effectivement. Il n'y a plus nécessairement une casquette ou un masque, voilà, qui barre l'entrée, mais c'est comme un reflet, et on réutilise cette image et ce respect, cette influence pour stimuler de nouvelles valeurs et de nouvelles perceptions, en fait. Exactement, c'est des valeurs réactualisées finalement dans ce contexte actuel. Ouais, et de nouvelles dynamiques. Tout à fait. Merci Camille. On va retourner côté Pete the Monkey et côté nature, puisque donc Pete the Monkey est un événement vraiment au cœur de la nature. Je voulais savoir si pour toi en tant que cofondateur et pour l'équipe de départ, c'était un choix ou un hasard, et qu'est-ce que vous observez de différent dans le public par rapport à des festivals urbains? Si c'était un choix ou un hasard, en tout cas c'était un choix de cœur parce que on est un groupe d'amis et je travaille aussi avec mon frère, donc c'est familial et au sens fort, et on vient de là-bas, on vient de cette Normandie, on adore la région et on connaît bien ces falaises depuis qu'on est tout petit. Il y avait souvent des petites fêtes dans le village, et en fait donc c'est un peu le festival Pete the Monkey, c'est un prolongement de ces moments-là. Je crois bien que même nos parents faisaient la fête un peu dans le même petit lieu là. C'est un vieux club de tennis, donc dans la vallée du Dain, au cœur du village de Saint-Aubin. Et donc c'est plutôt un heureux hasard qu'on se trouve en pleine nature. Je dois dire que les festivaliers sans leur portable, parce que la 3G elle est vraiment très très mal desservie. C'est tout simple, hein, mais les gens ils arrivent sur site et ils sont déconnectés. Le fait aussi qu'ils restent les 3 jours entièrement et ils dorment sur place, ça fait que ça crée une sorte de bulle assez magique, un moment ludique dans l'été, et donc ça nous fait beaucoup de bien de se retrouver en pleine nature. En tout cas, on est ravis de pouvoir faire cet événement dans un milieu rural. Il y a
il y a sûrement plein d'autres festivals qui se passent très bien en ville, mais nous c'est une coïncidence et une chance qu'on se retrouve en pleine nature. Je pourrais aussi ajouter que on a pas mal d'Anglais qui viennent, qui prennent le bateau à Dieppe, qui est à 20 km du site, et qui arrivent sur place. Et bon, déjà, ils changent de pays, donc ils sont en mode assez rapidement en mode vacances, quoi. Et donc, en sortant la crème solaire sous la météo normande, peut-être les Français le font moins, mais les Anglais le font directement. Et ça fait peut-être un peu ambiance, bon, je sais pas si c'est positif, mais la colonie de vacances, quoi. C'est un peu, on ressent ça assez rapidement sur le site. Donc pour nous, c'est vraiment un gros plus, et ça nous permet aussi de faire en sorte que les gens on les attire à cette belle nature, à la pureté du paysage, et je pense que en se déconnectant peut-être de leur quotidien, ils sont plus en phase avec la nature, l'environnement. Oui, tout à fait. Est-ce que vous savez d'ailleurs si vous avez plus de festivaliers qui viennent de zones urbaines ou de gens qui viennent de la campagne et de la région? Est-ce que vous avez ces données? On doit savoir, je suis très mauvais sur les chiffres et la data. Mais donc je sais pas exactement le mix, mais c'est oui, il y a beaucoup de citadins quand même, surtout des Parisiens ou des Rouennais, mais on a aussi beaucoup de gens de la commune et du pays, voilà, aux alentours là. Et donc ça fait une belle mixité de ruraux, d'agriculteurs. Et aussi de citadins. Donc oui, un joli mix, à mon avis. Un beau lieu de rencontre urbain-rural. Très bien, merci Rob. Marie, de ton côté, pour côté We Love Green, comment est-ce qu'elle a abordé la relation entre l'événement urbain, événement qui se tient en milieu urbain, et la nature? Et est-ce que vous avez dû faire évoluer cette relation au fil des années par rapport à l'ambition de départ, par exemple? Dès le début, l'idée c'était vraiment de proposer un événement urbain parce qu'effectivement on est à Paris, mais ancré dans un environnement naturel. On a toujours été dans un bois, comme j'ai dit précédemment. On a commencé au parc de Bagatelle, qui est donc au milieu du bois de Boulogne. Et donc le fait d'être dans ce lieu naturel était un point supplémentaire pour faire en sorte d'offrir un événement vraiment éco-responsable, pour rappeler la nature, etc. Et pour pouvoir protéger justement cette nature qui accueillait le festival. Évidemment, au fil des années, on a dû évoluer et s'adapter au nombre de festivaliers, parce qu'en 2011, lors de la première édition, c'était 12 000 festivaliers sur le week-end. En 2019, c'est 80 000 festivaliers. Donc d'ailleurs, on a changé de lieu, on était à Bagatelle. En 2016, on risquait un peu de l'abîmer abîmer ce lieu parce qu'il était plus adapté à cette audience. Donc on a déménagé, mais toujours dans un bois, au milieu d'un bois, donc au bois de Vincennes. Et c'est toujours un lieu normé, en plein cœur du bois de Vincennes. Donc on a dû évoluer, on a dû s'adapter à l'audience, mais sans pour autant revoir nos ambitions qui sont toujours les mêmes, offrir un événement pour 40 000 festivaliers par jour, mais tout en préservant cet environnement naturel et ce lieu qui nous accueille. Mais effectivement, les contraintes sont aujourd'hui plus du tout les mêmes, que ce soit en termes d'énergie, de gestion des déchets, etc. Mais ouais, l'ambition, je pense qu'elle reste vraiment la même, c'est laisser ce site naturel aussi propre que lorsque on arrive pour le montage. Mais donc effectivement, c'est des contraintes. On peut pas circuler partout avec des véhicules motorisés. On minimise au maximum le nombre de véhicules. Il y a plein d'endroits qui font partie du lieu où on peut pas aller parce qu'il y a des arbres qui sont en train de grandir, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de s'adapter au maximum à la nature qui nous entoure justement et à cet environnement pour le protéger et on essaye de s'adapter plutôt à cet environnement plutôt que de l'adapter à nos contraintes à nous. Et là aujourd'hui, on est sur un nouveau projet avec les équipes de We Love Green
qui rassemble, enfin qui réunit vachement ce côté urbain et nature. C'est un projet qu'on appelle Wonderland, qui va être un tiers-lieu éphémère culturel qui porte cette. Et l'idée, c'est vraiment d'ouvrir un lieu qui allie l'urbain, la ville, la nature et la culture. C'est un tiers-lieu qui réunira des infrastructures sportives, une programmation musicale et culturelle, des conférences. Mais c'est avant tout un jardin urbain, comme on appelle ça un peu aujourd'hui à Paris, mais où l'idée, on va installer plein de bacs potagers afin de pouvoir organiser des ateliers pédagogiques pour apprendre à faire un potager sur son balcon si on a la chance d'en avoir un, mais aussi sur sa fenêtre ou même à l'intérieur de chez soi, etc. Donc l'idée, c'est de vraiment pouvoir proposer un lieu avec de la nature en plein Paris. C'est dans le 20e arrondissement, donc c'est vraiment au cœur de Paris. Et aussi de proposer aux Parisiens un peu des clés et des outils pour ramener un peu de nature chez eux, parce qu'effectivement, après des longs mois d'enfermement, entre guillemets, on est un peu tous persuadés que de ramener de la nature, surtout dans une ville comme ça, c'est hyper important. Effectivement, je pense que c'est clé. C'est une super nouvelle, ça, ce projet. Donc, un nouveau petit bébé de Willow Green qui sera toute l'année disponible à Paris. Est-ce qu'on a quelques est-ce que vous avez quelques innovations spéciales dont vous êtes extrêmement fiers que vous avez proposées là-bas? Alors déjà, c'est pas toute l'année, on l'ouvre pour la période estivale, ça va être que quelques mois. Des grandes innovations, l'innovation déjà, je pense que la plus grande contrainte, c'est de pouvoir s'adapter et d'ouvrir ce lieu malgré les conditions sanitaires, ce qui sera certainement la plus grande innovation pour nous depuis 1 an et demi. mais après, oui, on prépare plein de trucs et l'idée, c'est d'être aussi éco-responsable que sur le festival, évidemment. Donc, et notamment dans les infrastructures sportives, on est en train d'essayer de faire des recherches, etc., pour être éco-responsable jusqu'au bout. Ouais. D'accord, super. Je vous souhaite que du bonheur et je m'assurerai de passer dès que ça ouvre. Je voulais faire un petit tour sur voilà quels ont été les points, quels peuvent être potentiellement des points de ralentissement par rapport à vos objectifs et à vos visées environnementales. Est-ce qu'il y a certains pain points ou des éléments qui se sont trouvés diluer votre message environnemental envers vos audiences? Est-ce que Rob, par exemple, tu as une réponse? Quelque chose à partager? Oui, peut-être que le dossier transport, c'est quelque chose où on a l'impression, où le festivalier peut vraiment y participer et avoir un impact rapidement. Donc ce dossier-là, on y a pas mal réfléchi. Comme on est en milieu rural, donc c'est super d'y être, mais le désavantage, c'est qu'on est comme loin pour la gare la plus proche est à 30 km. Voilà, on fait tout ce qu'on peut pour inciter le covoiturage, mais ça marche pas toujours et voilà, on a donc réfléchi un peu plus on a essayé de faire une campagne pour pousser les gens à venir en vélo, parce que finalement, c'est peut-être qu'ils étaient motivés pour faire le Dieppe site, 30 km, ou même de faire plus loin. Et donc, on a mis en place un rallye vélo en 2019 en fait, il a super bien marché. Et on a vraiment été surpris par combien les gens sont venus en vélo. Donc voilà, c'est un chantier où on pense qu'on peut encore améliorer, mais ouais, je dirais que le transport, c'est quand même une part importante de notre bilan carbone. Le transport des artistes aussi, même si les artistes qu'on essaie de programmer vont souvent tomber entre deux dates plutôt régionales. Il y a beaucoup de festivals qui ont lieu au mois de juillet en Normandie ou en Bretagne, donc
Ça minimise un peu le transport pour les artistes internationaux, mais ouais, le chantier transport est important. Sinon, euh, bon, un autre chantier peut-être un peu plus euh, euh, direct sur le festival, en tout cas, c'est que le soir, c'est un peu plus dur de contrôler les, 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 les habitudes de chacun dans les moments festifs. En pleine soirée, les gens font évidemment moins attention et donc on a des brigades vertes qui sont là pour empêcher un peu le trop de mégots ou les problèmes de déchets surtout. Mais on a la chance d'avoir un public qui est quand même hyper sensibilisé, donc c'est pas un très gros défi. Se prête au jeu, qui connaissent les... On a d'autres problèmes, mais je sais pas, peut-être que il y a l'énergie, mais peut-être que Marie peut nous en parler plus. Nous l'énergie, je sais que le Willow Green, vous êtes sur des groupes électrogènes plutôt biofuel. Nous, on n'a pas pu se permettre de faire ces locations, de passer là-dessus parce que financièrement, c'était trop compliqué de suivre. Les avancées technologiques, je crois que ça avance, mais un peu lentement. En tout cas, c'est pas tellement abordable pour les événements encore. Mais quand on a la chance d'être proche d'une commune, on peut se brancher sur le réseau de la commune et depuis 3 ans, nous on a la chance de pouvoir le faire avec Enercop qui nous fournit de l'énergie renouvelable en réseau. Donc finalement, on a réussi à minimiser notre impact de groupe électrogène et de consommation de fuel. Voilà, donc c'est le transport, les déchets et l'énergie Ouais. on essaie d'améliorer d'année en année. Ouais. 3 points effectivement majeurs et très intéressants. Merci de les avoir pointés. Le transport, faut savoir que le transport des festivaliers et des artistes fait toujours partie de la plus grosse, toujours la plus grosse part en fait de l'empreinte écologique d'un festival. Donc c'est vraiment un sujet clé pour lequel il y a différentes solutions possibles selon les lieux et les événements. Solutions créatives comme par exemple le rallye vélo, qui est donc qui est quelque chose dont Camille peut parler. Et vous aviez d'ailleurs des petites visées avec Pete the Monkey, si je ne m'abuse. Est-ce que tu veux parler du tour que vous avez fait, des différents points que vous avez fait en France en 2019? Oui, tout à fait. Alors, cette première édition a eu lieu en 2020. Il faut savoir qu'en 2019, moi, j'étais partie toute seule à vélo pour tâter le terrain, on va dire. Donc, j'étais partie pendant l'été à vélo. J'étais descendue le long de la Vélodyssée. Donc, il faut savoir qu'il y a des Vélodyssées partout en Europe qui traversent un pays d'un pays à l'autre. Et moi, j'étais très tentée, parce que je suis originaire de Bordeaux, de découvrir cette parcelle de la Vélodyssée de Bordeaux jusqu'au Pays Basque. Et j'ai eu l'idée sur le chemin d'y ajouter une visée du coup musique, DJ set, fête. Donc on a eu la chance en 2020 de pouvoir organiser ça malgré les restrictions. Ça a été un peu du last minute parce qu'on a eu des dates qui se sont un peu annulées au dernier moment. On est parti d'Arcachon à vélo et on a fait approximativement 50-60 km par jour. Et on a dormi dans le camping et on s'est aussi fait héberger du coup par les gens qui nous ont accueillis, les établissements en tout cas, qui nous ont accueillis pour les DJ sets. Donc ça a été vraiment une superbe expérience. On s'est beaucoup amusé et surtout il y a eu un regain de confiance et d'estime en nous-mêmes, de se dire je peux le faire par moi-même à la force de la pédale dans des conditions qui sont parfois un peu compliquées parce qu'on fait la fête et le lendemain il faut se lever à 8h et faut y aller coûte que coûte, et il a fait chaud, il a fait 30 degrés certaines journées, etc. Mais il y a une vraie satisfaction de le faire
d'arriver à destination par son corps et sa propre force. Et surtout, on a vraiment été éblouis par la beauté des paysages. Il y a vraiment un retour au calme, à l'apaisement intérieur, etc. Donc, on a vraiment envie de découvrir d'autres parcelles, d'autres vélodyssées au cours des prochaines années, et pourquoi pas dans d'autres pays, et pourquoi pas exporter ce concept en créant des ponts. Là, on est en train de créer des ponts avec la Suède, notamment avec un petit festival éco-responsable, donc pour l'instant de 300 personnes. Ils sont vachement intéressés par l'idée de nos événements, ils voudraient peut-être nous suivre, et je sais qu'il y a une vélodyssée justement qui va de Stockholm jusqu'en France et qui traverse la Belgique, enfin voilà. Du coup, il y a plein de projets autour du vélo et aussi de l'écotourisme, parce que c'est pas seulement une tournée à vélo, on aimerait organiser aussi des week-ends escapades en nature. Donc on va commencer à 2-3 heures de Paris à vélo. On va essayer de trouver des écolieux, d'organiser une teuf plug and play. L'idée, c'est vraiment d'organiser des événements le plus simplement possible, toujours dans une dynamique de less is more. On aimerait créer un kit GoGo Green start kick-off. Donc on arrive sur l'événement avec notre signalétique réutilisable, avec une petite scénographie pliable, voilà, et en gros que tout le monde se retrouve autour de valeurs qui finalement sont des valeurs de plus d'amour entre nous et moins sur le matériel. Voilà, un retour aux sources. Retour aux sources, effectivement. Et le vélo pour connecter les foules et pour connecter les événements. Donc bientôt une vélodyssée GoGo Green, We Love Green, Pied de Monkey. Il faudra passer par les Pays-Bas, le pays du vélo. Il faudra absolument y faire un tour. Et on va passer en vélo dans la sphère virtuelle. Je voudrais explorer un petit peu la sphère virtuelle et me retourner vers toi, Marie. En 2020, We Love Green a organisé un événement virtuel après les tristes débuts de la crise sanitaire qui vous ont touché de plein pied, qui nous ont touché de plein pied. Donc, dans cette sphère virtuelle, est-ce que, selon toi, elle a les mêmes capacités à influencer le public et à influencer sa relation avec la nature? Qu'est-ce que vous avez mis en place dans cette proposition virtuelle qui abordait cette connexion et qui renouvelait cette connexion? Effectivement, comme l'approche et la façon de communiquer avec le public n'est pas la même, je pense que l'impact n'est pas exactement le même non plus pour le public, mais effectivement, ouais, il y a un an maintenant, quand la crise sanitaire est apparue, l'idée pour nous d'abandonner des mois de travail, c'était un peu inenvisageable, ça nous déprimait trop, donc on a commencé à essayer d'être créatifs, de trouver des solutions, et puis surtout, on voulait vraiment trouver un moyen de rester en contact avec notre public, et c'est comme ça que effectivement cette édition 100% digitale est née, et cette édition reprenait un peu tous nos programmes phares du festival, avec notamment des captations qui ont été faites en plein milieu du parc du Bois de Vincennes pour justement retrouver un peu cet environnement naturel, et on a également fait des conférences en visio sur le développement durable, etc. Qui plus est, parce que le lien entre la pandémie et le dérèglement climatique nous a encore plus donné envie en fait de faire passer un peu ce message et les valeurs qu'on essaye de faire passer chaque année à notre public, de rappeler qu'il est important d'agir, de revoir un peu les priorités de nos sociétés actuelles et de prendre soin de cette terre, de la biodiversité, etc. Donc pour nous, c'était vraiment primordial en fait de pouvoir malgré tout communiquer avec ce public. Et donc, We Love Green TV, c'était un peu l'idée de proposer du contenu culturel dans une période où la culture était globalement presque 100% à l'arrêt, et à notre échelle faire passer tous ces messages. Et en plus, on était hyper contents parce qu'on s'y attendait pas du tout, mais en fait, les conférences dédiées au développement durable et aux problématiques liées au dérèglement climatique, elles ont eu un succès assez fou. On a eu plus de 250 000 vues sur ces vidéos, et franchement, on s'y attendait pas du tout. Donc voilà, et donc c'est un succès assez inattendu.
mais qui nous a pas du tout enlevé l'envie de pouvoir faire des événements physiques, évidemment. Mais par contre, ça nous a donné un peu l'envie d'être polymorphe et de pouvoir proposer à l'avenir des expériences variées entre le physique et le digital, etc., et d'ouvrir de nouvelles perspectives. Tout à fait, merci beaucoup. Et je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, avec cette possibilité aussi de proposer quelque chose d'hybride. Plastic a notamment déjà beaucoup collaboré avec Abracadabra, la chaîne sur laquelle on retrouve cet événement aujourd'hui, pour proposer des festivals virtuels, et notamment le dernier festival pour la Journée de la Terre, pendant lequel on a programmé sur 4 jours différents types de conférences, de contenus éducatifs, de entertainment, etc. Et en fait, voilà, ce mix permet vraiment d'avoir de nouvelles relations avec la musique, avec l'événementiel, et de découvrir, d'avoir un certain mix des cultures, et une nouvelle façon d'aborder sa relation avec la musique, avec le culturel, que ce soit physique ou virtuel. La sphère virtuelle donne aussi d'autres manières, d'autres façons d'interagir, de gamifier, d'incentiviser les propositions, et quoi qu'il en soit, on reste dans une sphère créative, donc être force de proposition et trouver de nouvelles formules, fait partie du champ des possibles du virtuel aussi, je pense. On va bientôt arriver sur la fin de notre panel, donc je vais vous poser une question de conclusion. J'aimerais savoir pour chacun de vous quel est votre vœu, si vous avez un vœu pour la sphère événementielle et son futur environnemental, une chose que vous voudriez voir se réaliser au plus large, au collectif, plus large encore que vos organisations. Quel est votre vœu? Je vais commencer par Camille. Alors moi, ça va paraître un peu radical, mais je souhaiterais que la sphère événementielle mette vraiment la question de la réduction de son impact et de son empreinte carbone en priorité par rapport à toutes les autres. Donc ça veut dire revoir son business model et accepter l'idée que on va devoir se faire de l'argent autrement avec ce business model, ou voire un peu moins, mais du coup, on va préserver notre futur et notre environnement. Voilà. Merci Camille. Qu'en est-il pour toi, Marie? Ça va rejoindre un peu ce que dit Camille, mais effectivement, je pense que notre volonté, c'est de pouvoir continuer un peu ce qu'on fait aujourd'hui, déjà, et notamment à travers cette discussion qu'on fait là, de l'échange de bonnes pratiques éco-responsables et du savoir-faire en termes d'éco-responsabilité entre événements, que ce soit entre événements français ou entre événements à l'échelle européenne, pour que tous les acteurs culturels puissent monter en compétences et produire davantage d'événements éco-responsables, et que ça puisse dans les prochaines années finalement devenir un peu la norme, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais justement que ça pousse l'envie. L'envie et la collaboration. Et pour toi, Rob, quelle est ta proposition? Non, je vais aussi rejoindre les autres en disant que c'est travailler ensemble qui est hyper encourageant, et tous ces projets d'événementiel, on les tient souvent à bout de bras. Ça peut être stressant, mais en matière de développement durable, je trouve qu'on avance tous ensemble de plus en plus. Et nous, dans notre équipe, on a plutôt une vision optimiste de voir qu'il y a une véritable ambition collective d'y aller, quoi. Après, je trouve un autre truc qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a de plus en plus une prise de conscience, et que même dans ces moments de fête, on sait que pendant ces moments, on peut aussi avoir des moments un peu plus peut-être plus sérieux, où les gens se creusent un peu plus la tête et réfléchissent à des sujets de société, comme le propose Wheel of Green avec le Wheel of Green, le TV en 2020, ou bien nous, chez nous, notre scène de conférence, de talk. Voilà, donc on y croit au projet.
Et vous avez bien raison, bien raison. De mon côté, je vais conclure mon vœu. Ça rejoint effectivement tout ce que vous avez dit. La culture fait partie de la société et fait partie de la vie. Donc, il faut aussi en partager les responsabilités et les priorités qui sont les nôtres aujourd'hui au plan global. Il y a vraiment besoin de mettre l'environnement au cœur de la proposition culturelle et d'en faire quelque chose d'ADN et de défaut. Merci beaucoup à tous pour cette discussion. Merci pour votre présence, pour vos opinions et merci de nous avoir présenté chacun de vos projets et de vos événements qui sont des événements vraiment magiques et magnifiques. Merci Marie, merci Rob, merci Camille. Et on va maintenant conclure et passer à la musique puisque c'est quand même ce qui nous rassemble aujourd'hui. Restez connectés, vous allez pouvoir profiter des sets de Salomé le chat et de Jen Cruz en live du Centre culturel d'art contemporain de Valence. Merci à tous, très bonne fin de journée, très bonne soirée et on se retrouve bientôt avec de la musique. Au revoir. Merci.